sort petit à petit de l'anonymat. Grâce à la ferme mise en place par l'agence REVA, les populations sont restées pour travailler la terre. Des commerçants viennent de partout pour s'approvisionner en produits agricoles. En 6 mois, les bénéficiaires ont fait un chiffre d'affaires de 12 millions de nos francs. On avait l'appui du banque en somme de 6 millions. On a fait 6 mois. On a un marge de 12 millions. À Taïba Niassène, la ferme de l'Anreva fait des émules. Ici, on ne cultivait qu'une fois et on ne connaissait que l'arachide. On a poussé l'audace jusqu'à cultiver des pommes de terre et des carottes, entre autres. Les femmes sont devenues presque autonomes. Avec ou sans dépenses, nous pouvons assurer nos repas quotidiens. Nous avons notre argent et nos produits agricoles. Avec des revenus moins de 3,5 millions à l'hectare. Ce qui aujourd'hui rapproche ou peut-être même dépasse le niveau moyen ou médian des revenus en ville. Le poivron, le piment et la tomate sont devenus des spécialités de Djaglé. Nous sommes dans le département de Foundiougne. Les productions peuvent atteindre 40 tonnes à l'hectare pour certaines spéculations. Nous attendons des résultats qui avoisinent les 40 tonnes pour le poivron. Pour la tomate, on espère avoir plus de 30 tonnes hectares et pour le chocolat 35 tonnes hectares. Le retour vers l'agriculture est devenu une réalité pour ces populations. Les très bonnes récoltes posent le problème de la commercialisation. Mais peut-être que la solution pourrait résider dans la mise en place d'une structure essentiellement ou uniquement chargée de la commercialisation des productions horticoles. L'agence nationale REVA dispose aujourd'hui de 24 fermes sur le territoire national. Des milliers de jeunes s'activent dans ces parcelles. Les résultats ont fini de convaincre les populations. Avec des moyens et des efforts, elles comptent tirer de la terre les opportunités qui s'offrent à elles. Bachir Ba, nous parlons toujours de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. Le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle à la microfinance encourage les mutuelles à s'y atteler. À ce jour, le PAPLS a déjà injecté environ 3 milliards de francs CFA pour aider les populations démunies à accéder au crédit. Voyons maintenant les détails avec Yorossar. Un développement divorcé des réalités nationales est une impossibilité. Et donc, le Sénégal ne peut se développer qu'en prenant appui sur son agriculture. C'est pourquoi plusieurs mutuelles d'épargne et de crédit s'évertuent à accompagner le secteur agricole en partenariat avec le programme d'appui à la lettre de politique sectorielle de la microfinance. Et cet appui a permis quand même de créer au moins une trentaine de caisses qui ont permis un peu de toucher plus de 50 000 clients avec au moins un encours de 5 milliards. Nous voulons dans notre portefeuille diminuer le pourcentage des activités commerciales, strictement commerciales, zone import-export, et augmenter les activités de production. Et ça, nous sommes dans cette dynamique-là. Et c'est dans ce cadre-là que l'UNICEF souhaite mettre en place pour l'avenir un guichet rural, strictement dédié vers les activités agricoles. Derrière l'audace de ces mutuelles se cache le ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance. Ce qui témoigne tout simplement de l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde au secteur en termes de développement des produits et services financiers offerts, mais en termes d'éducation financière pour évidemment atteindre un degré d'inclusion financière extrêmement élevé parce que nous le savons, toutes les études l'ont prouvé, c'est le seul moyen, cette éducation financière, cette inclusion financière sont les seuls moyens, en tout cas les moyens les plus pertinents pour véritablement sortir les populations défavorisées de cette situation de précarité. Depuis son démarrage en 2007, le PALPS a injecté près de 3 milliards de francs dans les mutuelles d'épargne et de crédit dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté par l'accès des populations déshéritées au crédit et le financement des activités génératrices de revenus. Je vous le disais en titre, bientôt les risques sanitaires liés aux eaux usées de Cambérène éloignées. Le département d'hygiène de Dakar a organisé ce matin une opération de désinfection et de sensibilisation. Elle a concerné plusieurs endroits du village de Cambérène et des parcelles assainies et c'est pour prévenir certaines maladies comme le choléra à Ramdao. L'opération de désinfection qui se prépare couvre 2000 mètres carrés.
Elle concerne d'abord Cambérène. Dans ce village, les populations veulent renouer avec le confort des yeux et des narines. Cela fait qu'un jour qu'elles cohabitent avec des eaux usées, non sans risque d'ailleurs. Nous sommes venus ici avec des moyens importants pour essayer de sensibiliser les ménages sur les mesures de prévention primaire à observer pour éviter la naissance et le développement d'une maladie ayant pour origine cette défaillance de paramètres de salubrité tels que le choléra, les fièvres typhoïdes, ainsi de suite. Mais ensuite, procéder à des opérations de désinfection pour neutraliser les agents pathogènes qui vivent dans ces milieux. Il faut les éliminer complètement. Pour la sensibilisation, c'est le porte-à-porte qui a été adopté. Les agents sont même venus avec des désinfectants à base de javel. On fait la sensibilisation dans les maisons pour la prévention des maladies diarrhéiques et choléra. On les donne des comprimés eau de javel. Chaque comprimé fait 10 litres d'eau. Respirer ñoo nañ expliquer nañu xamal nañu affaire bi ñi ngi la anaka la ñu moytu ko xalé ñu koy moyto bon ñu day bon dañ ci jël ñu fagaru suñu bokk ak suñuy doom parce que bon affaire bi ndax ñu wax de yalla mu solo nañ bu baax wax. À l'unité 7 des Parcelles Assainies, l'opération a touché 15 maisons, une école et une grande mosquée. Les autorités municipales de Cambérène et des Parcelles Assainies ont tenu à être de la partie. C'est une voie très fréquentée, les deux voies l'entrée de Cambérène. Et depuis 2 semaines, l'eau est en train de rentrer dans les maisons et dans les garages des mécaniciens. Et ça peut causer des dégâts qui peuvent ne pas être réparés. Donc c'est pourquoi ils sont venus en anticipation pour désinfecter et sensibiliser aussi. C'est important pour ces populations, pour nous en tant qu'élus, que nous bénéficions de cet apport technique important avec cette mobilisation exceptionnelle d'agents du service d'hygiène, mais aussi par rapport aux dangers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans ce cadre que nous lançons un appel à l'État pour que vraiment que le problème des eaux usées soit réglé autour de la concertation, autour de la discussion, pour que les gens puissent dépasser cette stade-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il y a toujours ce risque qui est là. Ce quartier peut être à tout moment être envahi et je dirais même complètement détruit par les eaux usées. Depuis que le choléra a été annoncé dans la sous-région, les services de santé sont en alerte. Partout où le besoin se fait sentir, un système de riposte est vite déclenché. À Cambérène, il fallait prendre les devants et c'est ce que les hommes du service d'hygiène ont compris. Direction le village de Tiagar dans le département de Dagana qui a rendu hommage à un de ses fils disparus, Feu Mohamedine Niang, père fondateur de la première coopérative agricole de la localité. Un public nombreux a assisté au mémorial, nous dit Madine Lao. C'est par des chants et éloges que la population de Tiagar, paisible village du delta du fleuve Sénégal, a tenu à rendre hommage à titre posthume à l'un de leurs fils disparus. Feu Mohamed Niang, tirailleur émérite titulaire du livret individuel numéro 90-896 de la République française, débarqua dans son village natal avec des ambitions de développement en 1946. Et il a essayé de proposer à ses pairs, à ses compagnons, de travailler la terre en délaissant la culture de décrue, parce que qui n'est pas peut-être pas très rentable, mais également cette innovation pouvait les permettre encore d'acquérir encore de nouveaux revenus. Pour autant, des résistances farouches se sont opposées à ce projet de mutation de la vie socio-économique ancrée dans les mœurs. Un incompris qui débarquait fraîchement de la métropole ne pouvait pas imposer sa loi dans un terroir qu'il a vu naître. Il y a eu
enfin des gens très réticents à l'initiative, excusez-moi, et même des villages environnants. C'est la raison pour laquelle ça a été très difficile. Il a lutté pendant presque 6 mois, 7 mois, 1 an, voire même 1 an pour les convaincre à pouvoir démarrer cette exploitation de 10 hectares, puis passer à 150 hectares, et aujourd'hui l'Union est à 1600 hectares. Les présidents Senghor et plus tard Abdou Diouf, sans compter le balai incessant des ministres de la République, ont tous visité le casier de Tiagar pour encourager les producteurs à suivre la voie tracée par Mohamed Niang. 10 ans après sa mort, responsables politiques, élus locaux et techniciens de la SAED ont tenu à lui rendre hommage. Un pionnier parmi les pionniers de la riziculture. Présidentielle du 26 février prochain, nous nous intéressons ce soir, comme je vous le disais en titre, à la sécurité des candidats. Selon le ministre de l'Intérieur, les dispositions nécessaires sont prises dans ce sens. Maître Ousmane Ngom, en conférence de presse, a aussi annoncé qu'il faut une enquête de la police au préalable avant toute autorisation de manifestation. Voyons les détails avec Tchorodien. Lever tout équivoque et faire une mise au point sur le principe de la liberté de réunion, le ministre de l'Intérieur s'est prêté à l'exercice. Ousmane Ngom faisait face à la presse ce jeudi. Premier point abordé par le ministre, l'interdiction qui frappe certaines marches. La liberté de réunion, de manifestation et de rassemblement sur la voie publique est garantie par la Constitution et par les lois et règlements. On ne peut pas se lever un beau matin et annoncer qu'on va tenir une réunion sur la voie publique ou un rassemblement sans saisir l'autorité administrative chargée donc de veiller à l'ordre public et à la sécurité publique. Ousmane Ngom a aussi été interpellé par les journalistes sur l'interdiction de manifester d'un groupe bien déterminé. La manifestation de Y'en a marre sur la place de l'Obélisque, d'une part, n'a pas fait l'objet de déclaration de ce mouvement auprès de l'autorité administrative, et deuxièmement, le contenu même de cette manifestation était manifestement séditieux. Vous avez bien entendu tous les responsables de ce mouvement dire que c'est une opération fanane, c'est-à-dire qu'ils vont occuper les lieux pendant une période indéterminée avec leur sac de couchage, avec leur natte, avec enfin tout ce qu'ils souhaitent, alors qu'il est clair que bon, cette place n'est pas faite pour ça. Interrogé par les confrères sur le cas des personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations précédentes, le ministre a tenu à rappeler que les enquêtes sont en cours. En ce qui concerne Mamadou Diop, puisque le procureur de la République a ouvert une enquête qui est en cours et toutes les circonstances de cet accident seront clarifiées et les responsabilités seront situées. Lorsqu'on parle de mort pendant ces événements, il ne faut pas oublier Fodé Ndiaye. Selon Ousmane Ngom, le ministère de l'Intérieur a l'obligation d'assurer la sécurité de tous les candidats et de leurs militants. D'ailleurs, depuis le début de la campagne, toutes les dispositions sont prises pour encadrer l'ensemble des manifestations politiques. À 10 jours de la présidentielle du 26 février, Malem Hodar, département situé dans la région de Kaffrine, ne baigne pas encore dans l'ambiance de la campagne électorale. Les populations déplorent être laissées en rade par les 14 candidats. Pas de visite de proximité ni de meeting dans la localité. Fatou Diouf nous en dit un peu plus. Voilà à quoi ressemble une matinée dominicale à Malem Hodar. Il y règne l'ambiance des marchés hebdomadaires. Ici, on ne semble pas se préoccuper de l'actualité, la campagne électorale. Un tour au bureau de la commission électorale départementale autonome, la CEDA, confirme cette thèse. Ce n'est pas toujours le grand rush pour le retrait des cartes d'électeurs. Les représentants des partis d'opposition sont absents. Nous faisons le travail. Moi, le président de la commission et le représentant du SEDA, au niveau de la commune. La distribution se fait au compte du goutte. Les gens viennent presque pas. Il n'y a pas de caravane, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien du tout à Malem Hodar. Les gens sont imprêts.
médias, les télévisions et consorts, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais ici, tu as vu, nous sommes au marché hebdomadaire, tu ne vois pas personne parler de parti politique ou autre. Depuis le début de la campagne électorale, pas l'ombre d'un des 14 candidats en lice à Malim Odar s'indigne les populations. Tout de même, ils comptent remplir leur devoir de citoyen le 26 février prochain. Les partis politiques, ils font flash à Malim Odar et retourner. Je lance un appel solennel à tous les habitants de Malim Odar de récupérer leurs cartes qui sont disponibles à la SEDA ici à Malim Odar et ils vont retirer leurs cartes sans bavure et sans condition. Environ 30 000 âmes vivent dans ce département qui regroupe 64 villages. L'activité principale demeure l'agriculture et au prochain président de la République du Sénégal, il demande de promouvoir la culture arachidière et d'assurer une formation de qualité aux ressources humaines de la localité. Cela afin de pouvoir aspirer à un développement socio-économique. Présidentielle en France aussi, Nicolas Sarkozy est officiellement entré en campagne électorale. Il a tenu son premier meeting en début de soirée à Annecy. L'annonce de sa candidature à l'élection du 6 mai prochain hier a suscité beaucoup de réactions. Au moment où les socialistes disent ne pas être surpris, les autres candidats, eux, fustigent le bilan du président sortant. Je suis candidat à l'élection présidentielle. C'était un secret de polichinelle. Nicolas Sarkozy a confirmé mercredi soir qu'il faudrait compter avec lui le 6 mai prochain. La situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ce serait comme un abandon de poste. Une annonce immédiatement raillée par son plus grand adversaire, le socialiste François Hollande, pour le moment favori des sondages. La vérité, c'est que le président candidat est candidat depuis 5 ans. À peine élu, il était déjà en campagne. À peine entré, il était déjà sortant. Principal défi de ce président sortant, convaincre les Français qu'il peut mieux faire qu'au cours de son mandat précédent. Dans ce nouveau monde, il y a une nouvelle période qui s'ouvre. Forcément, si les Français me font confiance, ils me confient un second quinquennat, ce quinquennat ne sera pas conforme au premier. Le président sortant promet des référendums pour rendre la parole aux Français et une France forte pour les mettre à l'abri de la crise. Les autres candidats à la présidentielle rebondissent en évoquant le mauvais bilan de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'un capitaine a mené le bateau où la France est aujourd'hui, c'est-à-dire sur les récifs, on a une idée, c'est qu'il faut changer le capitaine. On a le sentiment, si vous voulez, de voir un magicien dont on connaît très précisément le tour et dont on verrait exactement les ficelles dépassées du costume. Et par conséquent, je pense que la tâche sera très difficile pour lui. Il est vrai que la cote de popularité de Nicolas Sarkozy est au plus bas, comme le soulignent plusieurs journaux français. Les éditorialistes notaient aussi jeudi le manque de surprise et le manque d'élan de cette annonce de candidature. Sur l'international, toujours, l'Iran a annoncé de nouvelles avancées qualifiées de majeures dans son programme nucléaire. Il s'agit de la mise au point de centrifugeuses plus performantes et de production de combustible enrichi localement à 20%. Pour les États-Unis, ces annonces sont tapageuses et pour Israël, c'est juste du bluff. La République islamique d'Iran s'est livrée mercredi à un double exercice dans lequel elle est passée maîtresse. En présence du président Ahmadinejad et des familles de plusieurs scientifiques nucléaires assassinés, les experts ont procédé à l'introduction d'une barre de combustible nucléaire enrichie localement à 20% au cœur du réacteur de recherche de Téhéran. Parallèlement à cette cérémonie destinée à montrer la persévérance dans son programme nucléaire, le président a annoncé la mise en activité de 3000 centrifugeuses, dont 164 d'un type nouveau, avec une capacité d'enrichissement 3 fois plus importante. Un coup d'accélération donné au programme contesté au moment même où Saïd Jalili, négociateur en chef sur le dossier, répondait favorablement à une demande de reprise des négociations de Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne. C'est une réponse à une lettre qu'elle lui a envoyée en octobre dernier. Nous étudions en ce moment cette lettre et consultons en même temps nos partenaires des 5+1. Pour Washington, ces annonces sont tapageuses et sans grande nouveauté.
Mais je dirais qu'une chose est absolument claire, c'est que l'Iran ressent les effets de son isolement diplomatique international et des sanctions économiques renforcées. Pour Israël, les avancées présentées sont exagérées et relèvent du spectacle, mais il ne faut pas baisser la garde. Nous sentons qu'il faut encore plus de sanctions efficaces et paralysantes sur l'Iran. Un nouvel épisode du feuilleton nucléaire iranien, alors que les rumeurs se font plus insistantes dans les médias et chancelleries sur une possible frappe israélienne. Et nous revenons à présent à l'actualité sénégalaise pour parler du secteur de la santé qui va expérimenter la gestion axée sur les résultats. Il s'agit d'un système de motivation des personnels basé sur les performances. Autrement dit, en travaillant mieux, on gagne plus. Un projet pilote dans ce sens va être déroulé dans les districts de Darou-Mouhty, Kolda et Kaffrine. La phase d'essai va durer 2 ans, nous dit Oumar Diaw. Le financement basé sur les résultats est un transfert d'argent ou de biens matériels en contrepartie d'une action mesurable liée à la santé ou de l'atteinte d'un objectif de performance déterminé à l'avance. Cette démarche se fonde sur le postulat « pas de résultat, pas de paiement ». Nous avons pensé qu'il fallait imaginer un système de motivation qui s'écarte vraiment de tout ça qui a été tenté sur ce plan jusqu'à présent. C'est-à-dire arriver à trouver des bonus pour récompenser les personnels les plus méritants et que la récompense soit basée sur leur performance effective. On est même allé plus loin en choisissant des indicateurs en relation avec les OMD. Plusieurs cadres du système de santé ont pris part à cette rencontre. En présence des partenaires techniques et financiers, le projet FBR a été largement discuté. Nous avons choisi de passer par une phase pilote qui va concerner 3 districts sanitaires dans 3 régions différentes pendant 1 an, ce qui va nous permettre de voir dans quelle mesure les orientations et les mécanismes que nous avons choisis sont suffisamment opérationnels et ce qui nous permettra au bout de la première année de tirer les conclusions et de passer à l'échelle au niveau des 3 régions qui abritent ces 3 districts pilotes. De la même manière, nous avons choisi des districts témoins qui sont des districts qui ont aujourd'hui les mêmes réalités que les districts pilotes. Darou-Mouhty, Kaffrine et Kolda sont les districts tests, Diourbel, Sédhiou, Khombol des témoins. Augmenter la couverture vaccinale et le suivi pondéral des enfants, relever le dépistage de la tuberculose, éliminer la transmission du sida de la mère à l'enfant, améliorer les consultations pré- et postnatales ainsi que la prévalence contraceptive, tels sont là les principaux objectifs de ce projet pour lequel la récompense de la motivation est au bout. Oumar Diaw, les élèves de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles ne veulent toujours pas mettre un terme à leur grève. Ils en appellent à la clairvoyance du président de la République qui est le seul, selon eux, capable de résoudre leurs problèmes. Hier, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation leur a rendu visite afin de trouver un accord. Moussa Diallo. 13h au ministère de l'Éducation, dans le bureau du directeur de cabinet, l'ambiance est celle de tous les jours. Seulement, derrière cette quiétude quotidienne apparente, dort une préoccupation partagée. Il s'agit ce matin de s'expliquer sur la volonté des autorités scolaires de prendre en main les doléances des élèves de l'Institut d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Nous avons initié des démarches pour essayer également d'aider à résoudre ce problème. C'est ainsi donc que nous avons contacté l'université d'Aix-Marseille 3 et cette université nous a fait des promesses fermes pour de les inscrire, d'examiner leur dossier pour les inscrire pour l'année académique 2012-2013. Notre ambassadeur également qui était en Inde a fait des démarches et là-bas nous avons contacté M. Ravi Bangar qui travaille au ministère des Affaires extérieures de l'Inde. Lui également, il a initié des démarches pour que leur dossier soit étudié, pour qu'on puisse les inscrire durant l'année académique 2012-2013 dans les universités en Inde. La déclaration faite, direction Place Soweto, là, les pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles tiennent un sit-in. Leurs exigences sont claires. On a aussi des exigences, des papiers qui certifient l'obtention d'une bourse automatique à tout bachelier non-voyant et
l'engagement du ministre de l'Éducation nationale à accompagner tout candidat au bac qui porte le handicap de la cécité. Les négociations se poursuivent, mais à l'arrivée, les 23 pensionnaires de l'INEFJA campent sur leur position. Donc ils nous ont demandé l'impossible, à l'impossible nul n'est tenu. Et donc nous constatons que, en tout cas, ils l'ont dit, ils disent que c'est un problème entre États, ils veulent que le chef de l'État négocie des accords avec d'autres États pour que d'emblée, dès qu'ils ont le bac, qu'ils puissent aller étudier là-bas. Nous, en tout cas, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de leur donner ce genre de réponse. Les non-voyants et les malvoyants reprennent le siège, affrontant le froid dur dans l'espoir de se voir ouvrir les portes du palais de la République. Sur un tout autre chapitre maintenant, la ziara de Thierno Mohamedou Samassa s'est tenue à la veille du Maouloud 2012 à Matam. C'est dans le nord du Sénégal. Des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora pour assister à ces séances de prière. Le saint homme, on se le rappelle, a passé toute sa vie à acquérir des connaissances et aujourd'hui il enseigne le Coran et la charia à des milliers de talibés venus de partout. Son portrait nous est dressé ici par Safora Sow. Matam, capitale régionale située à l'extrême nord de la vallée du fleuve Sénégal. 12e édition de la ziara de Thierno Mohamedou Samassa. Tous les chemins mènent à Matam. À travers les artères de la ville, une influence forte. Des louanges à Allah le Tout-Puissant et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, résonnent de partout. Ils viennent recueillir des bénédictions auprès d'un homme d'une grande ferveur. Thierno Samassa Mourabi, pour répéter ses disciples, est né en 1955 à Matam. Il débuta à l'école coranique à Ourossidi auprès de Thierno Amadou. Ensuite, le saint homme poursuivra ses études auprès de Thierno Mamadou Diordo à Hunare, des villages de la région de Matam. Puis, le jeune Samassa quitte Matam et part intensifier ses connaissances à Kaye au Mali. Et à Thierno Oumar de l'aider à approfondir les secrets du Saint-Coran ainsi que les nombreuses sciences de la charia islamique. Thierno Samassa retourne ensuite dans son Fouta natal, plus précisément à Doumgaouro Alpha, auprès d'un grand érudit du Fouta dénommé Chériou Makan. Ce dernier procéda de plus belle manière à sa tarbiya ou éducation spirituelle. Tous ces enseignements n'ont pas permis au saint homme de se suffire. Samassa continua sa quête de connaissances en Mauritanie voisine, à Kaïdi, chez Thierno Mamadou Bokar Kane, communément appelé Gataguiou. De là, il commença à livrer son savoir au foyer ardent de Thierno Amadou. Après ce brillant parcours, il émigre pour la Côte d'Ivoire. En moins de 2 ans seulement, il a été rappelé par son guide spirituel, Feu Thierno Cheikh de Doumga. Ce dernier l'installa à Matam et lui ordonna d'enseigner le Saint-Coran et la charia islamique. Samassa démarra seulement avec 2 talibés. Et voilà, le cheikh a conquis le monde, le Sénégal et l'Afrique occidentale, de par ses connaissances, sa ferveur, son franc-parler et son charisme. Samassa reste un inlassable promoteur des enseignements de l'islam. Il impressionne plus d'un. Des centaines de talibés, toutes nationalités confondues, viennent acquérir des connaissances à Matam. La ziara de Thierno Samassa est devenue un véritable pèlerinage. Des fidèles viennent de toutes les régions du Sénégal, de la sous-région et même des pays d'Europe et d'Amérique. Tous les érudits du Fouta et de la Tariqa Tijaniya étaient de la partie et ont pris part à ces séances de prière. Tous les services de l'État étaient également représentés. Safora Sow, la France et le Sénégal rendent hommage aux gendarmes disparus en 2011. Ils sont au nombre de 10 à tomber en service commandé côté français et de 2 pour le Sénégal. Cette cérémonie solennelle qui en est à sa 8e édition a été célébrée ce matin à la caserne Samba Djiri Diallo, le Philippe Sagna. Adjudant Khaled Bentabé de la brigade de gendarmerie de haute montagne d'Oloron Sainte-Marie. Le gendarme Mardiou, en service à la section de Ménial, mort en service le 12 mai 2011. Mort pour le Sénégal. 10 pour la France, 2 pour le Sénégal. Voilà près d'une décennie que les 2 institutions sœurs se retrouvent sur cette même place pour honorer la mémoire de leurs hommes tombés en mission commandée. Chaque militaire de la gendarmerie connaît et accepte les risques qui entourent son activité lorsqu'il fait le choix d'endosser l'uniforme.
Il sait au fond de lui que son existence peut basculer à tout moment. En toute connaissance de cause, il brave le danger, car il place sa mission de protection de nos concitoyens avant toute autre considération. Union et fraternité d'armes, cette cérémonie est un moment particulier de souvenir et de serment. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, le sacrifice de vos camarades tombés sur le chemin du devoir en 2011 nous invite au dépassement de soi et encore plus de détermination, mais davantage plus d'efforts de maîtrise de la force dont nous sommes dotés. La mort et les blessures en service appartiennent certes à notre destin d'homme d'honneur. Toutefois, il convient de saluer l'acceptation de ce risque suprême et le courage des actes et l'engagement personnel de ses camarades qui honorent la gendarmerie tout entière. Leur exemple est une leçon de courage et doit nous rendre plus forts. Un dépôt de gerbes de fleurs a permis de rehausser ce devoir de mémoire. Devant les proches des disparus, les autorités ont réitéré leur compassion, des temps forts pleins d'émotions en cette journée du 16 février, date anniversaire de la création de la gendarmerie en 1791. Et nous en venons au sport maintenant avec la 7e édition du tournoi de football dédié à la petite catégorie qui se prépare. La marraine de cette année est Madame Nyanya Sidibé, directrice de la télévision nationale. L'événement est prévu ce dimanche 19 février au terrain du groupement national des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Pour plus de précisions, écoutons Michel Stéphane, l'entraîneur de EFG Margin Sport, au micro de Diana Badja. Le sens de ce tournoi, il est pour développer la petite catégorie dans le football et surtout promouvoir cette petite catégorie qui n'est pas toujours mise en avant du sport. C'est comme tous les ans, on invite une marraine ou un parrain de la RTS pour aider, pour collaborer et aider notre structure. Eh bien, c'est la 7e édition du tournoi de la RTS, en l'honneur de la RTS, qui va être dont la marraine est la directrice, Madame Nyanya Sidibé de la RTS, qui viendra dimanche 19 marrainer ce tournoi qu'on organise tous les ans. La finale départementale de Koupantoum, elle, a vécu. Elle a opposé l'ASC Douane à l'ASC Dego. Score 4-0 en faveur de Dego. Les détails avec Kyorodien. Dès les premières minutes de jeu, l'équipe de Dego de Koupantoum mobilise la balle et empêche les Bleus d'installer leur jeu. Pendant 20 minutes, les joueurs de l'ASC Douane de Koupantoum ont essayé de s'imposer en vain. Et c'est le moment choisi par les Noirs et Blancs pour faire la différence. Le premier but est marqué par Papchap. Les joueurs de l'ASC Dego continuent d'imposer le même rythme. À la 30e minute, il aggrave le score. Et l'auteur de ce deuxième but est Bouno Konta. En deuxième période, l'ASC Douane tente de revenir au score en vain. Quant aux Noirs et Blancs, ils tardent à retrouver leur stratégie des 45 premières minutes. Finalement, c'est à la 70e minute qu'ils marquent leur troisième but. Pour boucler la boucle et rassurer davantage les supporters, une autre occasion est saisie par Baïla Diallo pour inscrire le 4e but. Au finish, c'est l'ASC Dego qui a remporté la finale départementale de Koupantoum par 4-0. Je voudrais conséquemment remercier l'ODCAV de Koupantoum, ici représenté par son président, M. Assandaou. Mais je voudrais aussi particulièrement remercier et féliciter le maire de la commune de Koupantoum, M. Sidi Traoré, qui a répondu à la sollicitation de la jeunesse de l'ODCAV en acceptant d'être le parrain de ces phases finales. Je sais par ailleurs que M. le maire a consenti beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts et qu'il n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que ces assises du football départemental soient réussies. Le sport fait partie aujourd'hui du développement, elle fait partie aussi du loisir des jeunes. Donc nous avons accompagné les jeunes et sans regret. À la fin du match, des équipements ont été offerts aux jeunes de la localité pour promouvoir le football à Koupantoum.
Cette information de dernière minute avant de nous quitter, les bacheliers de l'Institut d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès ont levé leur mot d'ordre de sitting devant l'Assemblée nationale. Ils ont pris la décision à la suite d'une signature de protocole d'accord à l'instant même au Palais de la République. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal maintenant. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Maïmouna Ndir pour le journal de la campagne. Merci de votre fidélité. Bonsoir.